Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Chers auditeurs, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir dans les studios de Radio M l'écrivaine et poétesse algérienne Souad Labize, auteure d'un manifeste littéraire sublime sur le viol qui s'intitule « Enjamber la flaque où se reflète l'enfer ». Souad, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Daïcha, merci pour cette invitation. Alors, vous êtes poétesse, Souad, vous êtes l'auteur notamment d'un recueil qui s'intitule « Je franchis les barbelés ». Vous êtes romancière aussi, mais le texte dont on va parler aujourd'hui n'est ni un roman, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un poème, c'est un texte, je dirais, politique, écrit à la manière d'une œuvre littéraire sur le viol et les violences commises contre les enfants. Donc, vous dites dès le préambule de votre texte qu'il vous est encore impossible à ce jour de dire, c'est-à-dire de parler oralement de ce qui vous est arrivé alors que vous n'aviez que 8 ans. Vous écrivez notamment « Je suis rarement revenu depuis l'été 74 vers ces paroles enfermées dans mon cachot intime, le plus éloigné de ma vue quand je descends dans les caves de l'enfance. À chaque tentative de visite, ces paroles refusent que je les approche. » Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est tellement difficile d'en parler, Souad ? Alors, pourquoi c'est difficile d'en parler et que ça m'est possible, en tout cas à moi, de l'écrire ? Commencer à parler d'un traumatisme pareil qui a été suivi d'une série d'autres traumatismes, toujours du même ordre, donc de violences sexuelles vécues sur mon corps, sur moi-même. C'est m'exposer à l'arrivée des gros sanglots, des larmes, oui, et d'un état complètement dépressif où je ne sais pas comment arrêter le flux. Quand j'ai commencé à écrire ce texte, j'avais 51 ans. Donc, vous imaginez le temps qu'il faut pour pouvoir arriver à ce début d'aveu. Hein, on va appeler, pour le moment, on va appeler ça comme ça. C'est un aveu, mais c'est pas un aveu d'avoir fauté, mais c'est un aveu d'avoir souffert, oui, et d'être encore dans cette possibilité de souffrir parce que on en parle. Donc, y penser peut-être est particulièrement douloureux, mais en parler est pour moi est un danger parce que ça me met immédiatement devant l'arrivée des sanglots qui ont accompagné pendant les 3 ou 4 semaines l'écriture de ce texte. Je l'ai beaucoup écrit, il est court, mais je l'ai beaucoup écrit pour en faire un texte recevable par une majorité du lectorat, en restant dans la pudeur qui permet justement la lecture et d'accepter de le lire sans se dire non, moi je peux pas lire ça, c'est difficile. Donc pendant que je l'ai écrit, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup pleuré. J'étais dans la solitude avec mes larmes et j'étais dans un état quasi second et je me suis dit, Souad, tu as commencé à écrire quelque chose de très difficile à écrire, tu ne sais pas si tu vas le publier, mais il va falloir que tu ailles jusqu'au bout. Tu ne vas pas arrêter en si bon chemin, parce que tu ne vas pas refaire ce chemin-là. Donc ça m'a rappelé, dernièrement je parlais d'un souvenir par rapport aux impressions en écrivant. J'avais 12-13 ans. J'étais à la plage avec ma mère, avec la famille, et en passant entre les rochers, mon gros orteil a failli perdre complètement son angle. C'est très douloureux, c'est très très douloureux. Et donc l'angle était encore là, et la peau était dénudée, ça fait mal, il y a le sel qui touche. Je sors de l'eau en pleurant et je cours à ma mère qui était infirmière et je lui dis mais regarde qu'est-ce que je fais.
Et ma mère, sachant très bien ce que peut devenir un ongle qui n'est pas complètement arraché, savait ce qu'elle devait faire, mais ne m'a pas prévenue. Et donc, elle me dit, viens, je vais te soigner. Moi, je lui fais confiance. Et en fait, elle a arraché l'ongle pour qu'il en reste rien du tout, avec l'idée qu'il fallait que je garde un orteil propre. Elle m'a dit, si j'avais pas fait ça, tu aurais vu ce que tu aurais eu comme orteil à supporter quand tu mets des sandales et tout ça. Et ça m'a fait cet effet-là pendant que j'écrivais. C'était d'arracher ce morceau d'angle pour que l'angle nouveau repousse, mais de manière esthétique. Et c'est ça l'image à laquelle je peux recourir actuellement, qui est tout à fait nouvelle. J'avais oublié ce souvenir très douloureux. Hein. J'en ai beaucoup voulu à ma mère de me l'avoir arraché, parce que ça m'a vraiment arraché. C'est le cœur qu'on vous arrache quand on vous fait ça. Oui. C'est une torture. Mais après, et même maintenant, je me dis, elle a bien fait de faire ça, finalement, même si ça m'a fait mal. Mais au moins, je peux continuer à avoir un joli pied quand je mets les sandales l'été. Alors, votre mère, elle est très présente dans le texte, justement, Souad Labiz. C'est la première personne à laquelle vous avez tenté de parler après avoir subi quelque chose de cette brutalité monstrueuse qui vous est arrivée. Et elle vous a sommé au silence. Et vous parlez, vous parlez beaucoup de cet ordre au silence dans lequel votre mère, mais aussi votre père, qui n'a pas tenté de retrouver l'homme qui a abusé de vous alors que vous n'étiez qu'une fillette. Vous parlez de la pluie acide des mots maternels. Est-ce que je peux savoir comment votre mère a fini par vous quitter et que vous ayez réussi à écrire ce que vous avez écrit, justement, parce que ce silence vous a été imposé. Oui, c'est ça. Il y a eu le silence m'a été imposé. C'est exactement ça, parce qu'on m'a pas donné l'ordre de ne pas en parler. Ce qui s'est passé, c'est que la petite Souad que j'étais, qui avait 9 ans, rentre bouleversée à la maison. C'était l'heure de la Qaïla, Al-Gaïla, c'est l'heure cruciale de la journée quand il fait chaud, c'était l'été. La petite fille arrive bouleversée, en pleurant, et réveille la mère qui était profondément fatiguée et qui entendait se reposer. Pendant la sieste, normalement on ne fait pas de bruit. Hein. On sait pour nous autres qui vivons dans des régions très chaudes à quel point la sieste est réparatrice, est importante pour que la journée ne ressemble pas à 2 journées. Ce sont des longues journées où il fait très chaud qui sont éprouvantes. Donc la petite fille va réveiller la mère pour lui dire, Imma, voilà ce que j'ai vécu, mais qui ne sait pas comment le dire. Et la mère, arrachée à son sommeil, déjà elle est furieuse parce qu'elle est réveillée, et elle dit qu'est-ce qui se passe. Et quand la petite Souad commence à raconter, elle n'a pas le temps de dire plus que 2 ou 3 mots du type un homme, un inconnu, culotte, et la mère hurle. La mère va hurler parce qu'elle comprend, et elle lui dit, mais elle lui dit ce que l'enfant ne supposait pas, elle s'attendait pas à ça. Elle lui dit, pourquoi tu es sortie? Donc de suite, la petite fille comprend qu'il y a eu faute et qu'elle était fautive et qu'il n'était pas question qu'elle aille jusqu'au bout de ses paroles. Et donc là, elle s'arrête parce qu'elle voit l'horreur de la mère et elle comprend que c'est très grave. Elle sait quelle est la gravité de ce qu'elle a vécu, mais elle a l'impression que c'est encore plus grave parce qu'elle a participé à cette gravité en quittant la maison. Elle est coupable. Elle est coupable. Elle est responsable de ce qui lui est arrivé. Et la mère lui dit, et elle lui dit, quand la mère lui dit, mais viens, montre-moi qu'est-ce qui t'a fait, l'enfant s'arrête net et elle lui dit, non, je suis partie, j'ai pu fuir. Et à partir de ce moment-là,
le drame bis va commencer parce que l'enfant va s'enfermer avec ces paroles qu'elle n'a pas pu sortir, et le procès d'écriture, la tentative d'écrire ça, c'est la tentative de retrouver les mots que l'écriture ne trouve pas d'ailleurs, parce que je ne peux pas les retrouver. C'est de dire, je suis aujourd'hui à mon âge, l'adulte qui essaye de protéger la petite fille, qui essaye de lui dire « Sors de ta cave, donne-moi les paroles que tu n'as pas pu dire ». Mais justement, sur Adlabis, moi je trouve que dans votre texte, que j'ai oublié de le dire au départ, qui est écrit aussi en arabe, c'est en arabe et en français dans le même petit livre. Qui a été traduit, oui. Qui a été traduit en arabe et en anglais aussi, je pense. Oui. Il y a... L'enfant, justement, ce qu'il y a de très très singulier, de très puissant dans votre écriture, c'est que l'enfant est convoqué, l'enfant est là, vous nous plongez dans le cœur apeuré d'un enfant en vie, c'est-à-dire on peut toucher de manière, on peut sentir ce que chaque enfant a pu sentir lorsqu'il a subi une peur effroyable, une violence terrible, et qu'il n'a pas réussi à l'exprimer. Et d'ailleurs, il y a un double travail que vous faites aussi, c'est-à-dire on sent, vous expliquez très bien la puissance du langage des parents, de l'adulte sur l'enfant. Quand vous dites, la mère parle subitement, utilise le mot violer, et pour vous, enfant de 8 ans, vous comprenez, c'est la couleur violette, le violet. Et ça aboutit à une terreur de cette couleur chez l'enfant que vous êtes. Il y a aussi en arabe la description que votre mère fait au moment où votre père revient à la maison de ce qui a pu vous arriver et qui suscite une véritable déflagration en vous. Donc, c'est-à-dire vous réussissez justement à démontrer la puissance c'est-à-dire l'impact incroyable quand les mots qu'utilisent des adultes sur l'enfant. Oui, étant naturellement culturellement bilingue, étant dans une famille où on parlait l'arabe et le français comme on le fait tous, dans notre créole algérien. Donc, moi, je savais ce que le mot violet voulait dire, c'était la couleur. Et c'est comme si, c'est comme si c'était aussi peut-être une manière d'échapper à la compréhension de ce mot, parce que c'était une manière de ne pas vouloir comprendre ce que ça signifiait. C'est-à-dire, c'était mettre un mot qui était curieux. La présence de ce mot est curieuse pourquoi parler de la couleur, c'est comme si elle avait dit bleu ou rouge ou blanc, et on se dit, mais je me disais, j'essaye de me rappeler ce que je me disais, mais je comprenais pas pourquoi elle parlait de violet. Et du coup, cette couleur pour moi est violente. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'en français, il y a le mot violence qui ressemble, qui est proche, donc le violet. Il y a les ultraviolets. C'est une couleur c'est un mot et une couleur qui sont à eux seuls. Je pourrais écrire un livre là-dessus. Ça pourrait être le dictionnaire du violet. Je pourrais écrire là-dessus. C'est étonnant parce que je vis depuis plusieurs années. Je vis à Toulouse, et quand j'arrive à Toulouse, une des premières choses qu'on me dit, très fièrement, on me dit Toulouse, c'est la ville de la violette. Ah, je me suis dit, mais quelle horreur. C'est la ville de la violette. Et la couleur aussi de la militance féministe, etc. à Toulouse, elle porte aussi la couleur du violet. Et moi, je me dis, mais quelle horreur, pourquoi cette couleur? Pourquoi c'est pas le blanc ou l'orange? J'aime beaucoup l'orange ou le jaune. Et pourquoi violet? Donc jusqu'à maintenant, j'ai 55 ans, je continue c'est ce que le texte dit, à ne pas avoir de couleur violet chez moi. Et quand je vois le violet porté dans une décoration ou que des personnes sont habillées qui est du violet, je les regarde toujours en me disant, mais elles se rendent pas compte de la violence de cette couleur. Donc je suis toujours encore dans cette terreur par rapport à un mot tout simple qui est le mot qui désignant une couleur. Il continue. Et le mot violet, j'arrive toujours pas à le dire
comme étant une violence, c'est-à-dire un abus sexuel. Oui. Alors, Sœur Adlabi, c'était en 74, vous êtes sortie au moment de la sieste sans demander l'autorisation de votre mère. Un monsieur passe et il arrive ce qu'il arrive et vous revenez en choc pour raconter à votre maman. Elle se refuse à écouter ce qui vous est arrivé, donc vous êtes vous-même, vous entrez dans le déni de ce qui vous est arrivé. Ensuite, votre père lui-même ne trouve pas les mots ou n'entend pas et ne recherche même pas. Les deux parents ne tentent même pas de retrouver cet homme qui vous a agressé. Et les mots qu'ils utilisent pèsent sur vous, ils vous accablent encore plus. Et ça fait de vous... vous devenez une sorte de proie exemplaire. C'est comme si, en lisant le texte, après ce premier acte, il y a une suite. C'est comme si c'est comme si tous les prédateurs sexuels flairaient en vous l'enfant qui n'allait pas parler. Donc ça continue. C'est hallucinant. C'est hallucinant de violence et de banalité en même temps, comme vous le dites. C'est-à-dire au marché, alors que vous tenez au marché Clausel, alors que vous tenez au Messonnier, alors que vous tenez la main de votre mère, à la piscine, le moniteur qui est très très gentil, qui est père de famille, les enfants, les garçons du quartier qui vous font une embuscade dans l'immeuble, dans les escaliers. Donc vous devenez une proie silencieuse. Une proie facile. Et hier, lors un moment délicieux d'une lecture que j'ai faite avec un groupe de jeunes femmes, j'ai lu le texte en entier. J'ai eu le bonheur d'entendre quelques témoignages très pudiques de certaines qui ont bien voulu partager avec nous toutes, dire quand le texte dit ceci, cela, moi, ça m'ouvre une fenêtre sur des souvenirs que j'avais complètement oubliés et qui finalement, quelque part, continuent à me travailler, qui font que je marche de cette telle manière ou telle autre manière dans la rue, parce qu'il y a cette possibilité. Mais il n'y a pas que la rue, parce qu'il y a aussi beaucoup des histoires d'inceste, des histoires de familiales ou d'hommes. Les oncles, les cousins, voilà, les cousins dans le livre, oui. Voilà, c'est ça, qui sont proches. Et ce texte, quand il est lu, me vaut des confidences. Et je suis toujours frappée par le nombre de confidences de femmes et d'hommes qui me disent « je n'en ai jamais parlé ». Merci pour ce texte, je n'en ai jamais parlé. Et chaque fois que j'entends ça, je vis en France, hein, donc les personnes qui me le disent, c'est jusqu'ici, généralement, c'est des personnes qui sont d'origine européenne, qui sont français et françaises. C'est des personnes, quand ces personnes viennent me dire ça, je sens l'injustice d'être dans la prison des mots qu'on ne sait pas dire, parce que ça nous écorcherait, sûrement. De les dire et que ça nous remet comme dans la situation de proie. Personnellement, je sais que je suis quelqu'un qui n'admet pas d'être une victime. Je suis pas dans une situation victimaire. Je suis dans une situation toujours de me bagarrer, de me battre, de lutter, mais je ne me laisse pas faire. Ni avec la dépression nerveuse, ni parce que je ne veux pas être, je refuse. Et je pense que c'est ça aussi qui quelque part me piège personnellement, c'est de ne pas, c'est pas une histoire de déni, c'est de dire je suis tombée, c'est pas grave, allez, tu continues là. C'est avance ou crève. Si tu n'avances pas, on va te marcher dessus. Donc là, il va falloir, c'est comme si tu étais dans une manifestation et que tu te dis je suis fatigué. Si tout le monde se met à courir, si tu cours pas, on t'écrase. Et je me sens emportée dans cette situation-là. Et là, je me dis, mais si je suis pas debout, je ne vais pas être assise. Je vais être crevée, je vais être allongée. Je vais mourir. Donc il va falloir que je continue à courir et à être debout et à dire... c'est-à-dire, si on me donne un coup, je ne vais pas
tendre l'autre joue. Par contre, où je vais réagir, où je vais dire, mais je vais surtout continuer. Et c'est en ce sens que pour moi, l'écriture est importante, c'est de faire acte de sororité, acte d'humanité avec les personnes qui n'ont pas ces moyens-là que j'ai. Donc j'ai cette possibilité-là de savoir l'exprimer avec des mots et une langue et une écriture poétique qui rend qui rend recevable ces paroles. Oui, ça les rend, non seulement ça les rend recevables, mais c'est un texte, personnellement, j'ai été très émue. C'est un texte très très beau. Pour moi, c'est un véritable manifeste, un manifeste littéraire. C'est écrit avec un talent inouï. Et en fait, ce livre, il a été décrit. Moi, je voulais revenir sur ce détail. En fait, c'est-à-dire, pour moi, c'est une œuvre littéraire qui va rester sur le viol et les violences contre les enfants. Mais en même temps, votre éditrice, parce que j'ai oublié de dire, ce livre, il a été d'abord édité, publié en France, en français et en arabe par les éditions XE, et ensuite les éditions Barzakh en Algérie l'ont republié aussi en arabe et en français. Et votre éditrice, Salma Hallal, a décrit de manière un peu énigmatique, mais vraiment intéressante, ce livre qu'elle a au départ distribué gratuitement au Salon du Livre d'Alger à la rentrée dernière. Elle le décrit comme un manuel d'autodéfense, hein. Alors que l'enfant, justement, subit tout cela dans le silence. Pourquoi ce paradoxe, d'après vous? Je sais pas ce qu'elle entendait, Selma, exactement, mais je suppose, moi j'ai compris que c'est actuellement où nous parlons beaucoup des violences que les hommes infligent aux femmes. Je ne veux pas dire les violences subies par les femmes, parce qu'on ne comprend pas qui. C'est comme les violences conjugales, ça n'a pas de sens. On peut imaginer que tout le monde frappe tout le monde. C'est pas... Non, on sait qui frappe qui, on sait qui viole. Donc on sait qui est responsable de ça. On sait qui subit aussi. Oui. C'est-à-dire on a le même type de prédateurs. Ce sont des hommes, c'est-à-dire l'homme masculin, pas avec un grand H. L'homme est prédateur. Il est prédateur quand il tue, quand il viole des hommes, des femmes et des enfants. C'est pas les enfants, c'est pas des femmes, c'est des hommes, c'est un homme, c'est le masculin. Et c'est pas l'homme tel qu'il est né parce qu'il est né avec un sexe masculin et parce que c'est l'homme culturel, c'est-à-dire que ce que les sociétés patriarcales font des garçons, qui est terrifiant pour moi. Je me dis, pendant longtemps, je me suis dit, Souad, heureusement que tu as fait ce choix de ne pas avoir d'enfants, je me disais de ne pas avoir de petites filles, d'avoir des filles, parce que tu serais terrifiée de ce qu'elles peuvent vivre tout le temps dès qu'elles ne sont plus avec toi sous tes yeux. Mais maintenant, je me dis, mais heureusement que j'ai pas eu d'enfant tout court, parce que je serais terrifiée de savoir que mon garçon, que si j'avais des fils, qu'ils échappent à un moment donné à ce que j'aurais essayé de leur inculquer et qu'ils deviennent des êtres masculins, dans la masculinité exagérée, dans la masculinité violente qu'on veut, dans laquelle on nous enferme. Moi, je pense que toute la société est victime. C'est pas que les femmes, les petits garçons sont les victimes de cet esprit d'en faire des êtres violents, des prédateurs, qui peuvent violer un homme, il peut violer un homme, il peut violer une femme, il peut violer un garçon ou une fille. Donc on est dans l'ordre de l'espèce des vivants. Nous sommes tout le temps en présence de prédateurs, mais qui ne naissent pas comme prédateurs. Donc c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas parce qu'on est né avec un sexe masculin, avec un sexe qu'on est nécessairement violent. C'est cette culture du viol, c'est le patriarcat, c'est la phallocratie qui fait qu'on a des petits garçons qui peuvent être adorables et qui un jour peuvent devenir absolument détestables. Et la prison n'y fera rien. Je veux dire, la grande prison, c'est d'avoir dans la tête un phallus qui est tout le temps en érection pour pouvoir violer le monde entier. Donc c'est ça qui doit changer.
Je me suis éloignée de ta question. Non, c'est bien. En fait, c'est très très bien ce que tu dis parce que tu t'es pas éloigné, je pense, parce que en même temps, il y a justement cet homme, ce prédateur que tu décris qui le devient. Qui ne n'est pas prédateur, mais par un effet culturel, etc., qui devient, par un conditionnement, devient ce prédateur violent contre les êtres plus vulnérables. Et en même temps, il y a il y a tous les champs de possibles. C'est-à-dire, c'est très bien que tu dis ça. Moi, je suis terrifiée à l'idée d'être mère, d'avoir une fillette et de savoir dès que je ne la vois pas ce qui peut lui arriver, parce que justement, dans ce livre, on voit la description minutieuse du point de vue de la fillette, de toutes les circonstances pendant lesquelles ça arrive, et c'est vraiment le quotidien. Et je pense qu'il y a aussi cette arrière-pensée moi, c'est comme ça que j'ai compris. Moi, je vous ai posé la question sur ce que Salma a voulu dire, et ça aurait été bien qu'elle soit là pour nous dire aussi. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est pas un manuel d'autodéfense. Tu dis pas il faut avoir une armure ou s'enfuir ou pas. Tu racontes ce qui t'est arrivé dans le silence et l'effroi. Et ça ouvre les yeux premièrement aux parents, j'imagine, de ce qui peut arriver y compris en leur présence à leurs enfants, je pense. C'est ça. Oui, en leur présence, c'est exactement ça. Hier, une amie présente à la lecture, dans le groupe, la collective, raconte un souvenir, et elle raconte comment des choses lui arrivaient sous les yeux de sa mère. Elle racontait qu'elle était, j'ai pas très bien saisi le contexte, je crois que ça c'est arrivé à Constantine. Elle racontait comment elles étaient dans un tunnel où il y avait des magasins, centre commercial ou quelque chose comme ça. Elle me dit, il y avait quelqu'un, je sais pas s'il était fou, et en fait, il revenait, et j'étais avec ma mère, petite fille, donc elle était, et en fait, il se débrouillait pour la toucher. Et elle était terrifiée de le dire à sa mère. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire, la mère est avec l'enfant, et elle n'a pas vu, alors que cet homme, il s'est débrouillé pour aller et venir plusieurs fois pour toucher les seins naissants. On sait à quel point les seins naissants font mal. C'est horrible quand on les touche. On a même mal des fois en s'habillant. Le début, le corps qui change, c'est des fois douloureux. Et chez une petite fille, des seins qui commencent à naître, qui transforment la poitrine avec des seins, etc. C'est un moment qui est très douloureux. Donc, il y a des prédateurs justement qui vont savoir venir vous faire mal et vous dire, ça c'est un endroit où je peux te faire mal. Moi, j'ai cette force. Moi, ça m'est arrivé. Je n'ai pas tout raconté dans le livre. C'est ça ce que je voulais dire. Oui. C'est que je me suis dit, si je commence à raconter tout ce que j'ai à dire sur le sujet, mais on va me dire, mais tu es folle. Comment ça se fait que tu ne sois pas folle? Est-ce qu'une même personne a pu vivre tout ça? Mais moi, je me suis dit, où je raconte et en me disant, attention, c'est extrêmement banal. Comme le disait Hannah Arendt par rapport au mal. C'est d'une banalité. Parce que au quotidien, garçons et filles, peut-être plus les filles, je ne sais pas, sont soumis à ça. C'est-à-dire au fait qu'on est frôlé, qu'on est touché, qu'on est coincé. On ne sait pas comment marcher dans la rue, parce que ça c'est le grand problème, c'est comment occuper l'espace public sans être déjà agressé par les yeux. Quand on vous dit, quand on nous dit, mais c'est comme si on devait être fier, ou alors on l'a cherché à être regardé de cette façon-là, je me dis mais c'est une grosse blague. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un être humain qui est tout le temps regardé est heureux d'être regardé de cette façon-là? On est dénudé, on a l'impression d'être sorti à poil, de n'avoir ni culotte ni chaussures, et qu'on est prête à subir n'importe quoi, et que c'est le droit de ces garçons, de ces hommes, d'avoir une mainmise sur nos corps. Et de n'importe quel endroit du corps, on peut vous toucher les cheveux, et ça se passe partout. Actuellement, en Tunisie, il y a un groupe qui est né, qui s'appelle Ennahzada. Ennahzada, ça veut dire moi aussi.
le MeToo, pour libérer la parole de manière souvent anonyme des femmes et aussi des hommes, soulèvent les problèmes, racontent, témoignent sur ce qu'ils ont subi enfants ou grands. Et dès que ce groupe est né, une étudiante est venue parler de ce qu'elle a subi, elle et d'autres, d'un enseignant universitaire. Un monsieur connu, un jeune monsieur, un beau coq, vraiment le coq, dans toute sa splendeur, poète, traducteur, très connu, grande gueule. Et ça fait des années que cet enseignant harcèle des femmes. Et là, à partir du moment où elle commence à parler, d'autres viennent rejoindre la parole en disant « Oui, moi aussi. Ah oui, mais il est connu. » Mais dès que vous commencez à parler comme ça, vous avez des personnes qui viennent vous dire « Oh, mais c'est de notoriété publique que ce monsieur est un cultivé, on lui donne des prix, etc. » Mais tout le monde sait qu'il harcèle les jeunes filles, comment il s'y prend, comment il fait les cours, comment il nous attend, comment il nous convoque, etc. Et là, tout d'un coup, on vous raconte des choses où on vous dit « Ah, mais pourquoi t'es pas au courant ? Mais oui, il est comme ça, ce monsieur. » Oui. Et ces messieurs comme ça, dès qu'une personne sort du bois, d'autres la suivent. Et c'est ce que je voulais un peu quelque part faire, pas avec l'acte d'écrire, mais l'acte de publier. La publication donne cette possibilité des fois de dire, mais il faut dénoncer. Il faut dénoncer parce que ça peut libérer des personnes pour dire, ah oui, ça ne m'est pas arrivé qu'à moi. Avec ce prédateur-là, c'est arrivé à d'autres. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'assister justement la publication, ce que permet la publication, à une lecture, un débat dans le club de lecture d'Amnesty International, il y a quelques mois, je dirais, au moment où ce livre a été devenu disponible en Algérie. Et j'ai été étonnée de voir que la plupart des présents étaient des hommes, beaucoup de jeunes hommes, mais il y avait aussi des pères de famille qui étaient présents. Donc, de voir ce que cela suscitait en eux comme réaction, parce qu'ils avaient tous lu ce texte. Certains voulaient témoigner, et il y avait aussi des gens qui disaient il faut absolument que tout le monde lise, et les premiers qui devraient lire ça, ce sont les hommes. Souad, qu'est-ce que vous pensez de cet appel? Je pense qu'hélas, femmes et hommes, on est touchés dans la société par toutes ces violences sexuelles. Et à l'enfance, garçons et filles peuvent être la cible, la proie de prédateurs sexuels. Et autant c'est difficile pour les femmes d'en parler aux petites filles, c'est quasiment impossible pour les garçons et les hommes parce que c'est très compliqué dans nos sociétés patriarcales qu'un homme me dise moi aussi j'ai servi comme une femme. Vous savez que c'est compliqué d'être une femme, c'est compliqué, on vous insulte en vous disant c'est-à-dire que voilà, être femme c'est une insulte en soi, c'est pas très valorisant. Donc si on dit à un homme si un homme avoue que lui aussi a été agressé sexuellement, cela veut dire qu'il est descendu d'un rang, dans le rang de cette espèce humaine. Il y a en haut les hommes et en bas il y a les femmes. Et si un homme s'il dit ça, c'est qu'il a perdu sa qualité de virilité ou d'homme. D'être supérieur. Et d'être supérieur. Mm-hmm. Et donc ça c'est compliqué. Donc c'est très compliqué d'avoir à dire, parce qu'on va aussi imaginer parce que c'est vu aussi comme quelque chose d'assez naturel, que dans l'acte sexuel, qu'est-ce qui se passe quand il y a une violence avérée, quand il y a un viol, il y a une opération scientifiquement, on va dire qu'il y a un pénis qui rentre dans le sexe de la petite fille ou de la femme. Mais quand il s'agit d'un garçon, il va falloir qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et ça, c'est très compliqué. C'est de se dire, ça s'est pas passé par les voies naturelles.
Et ça, c'est parce que aussi, il y a tout l'imaginaire très négatif qu'on a sur l'homosexualité, et en particulier l'homosexualité masculine. Donc, c'est tout ça qu'on a besoin aussi de travailler, de sortir du bois. Il faut que nous sortions du bois. En plus du choc et de la violence subie par ces hommes, il y a tout cela. Je dirais, il y a déjà le choc initial comme celui que reçoivent les femmes, en plus de tout cela. Et ce que vous dites sur le fait que les hommes sentent perdre ce statut, ça me rappelle, c'est anodin, mais c'est une réalité de tous les jours. Moi, j'ai mon fils, il a 9 ans et il veut pas couper ses cheveux. Et donc, il a les cheveux très, très lents et assez. Il a un très, très bel afro que j'aime beaucoup. Bon, c'est beaucoup de souffrance pour le peigner, mais je veux pas les couper parce qu'il veut pas les couper. Et à chaque fois, on lui disait à l'école, dans la rue, Tofla, Weshnou, Bouchaour, Tofla et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, c'est pas une insulte, hein, c'est pas une insulte d'être femme. Et du coup, ça l'a complètement libérée. Je dis, c'est pas du tout quelque chose de négatif. D'être femme, c'est quelque chose de tout à fait positif, au contraire. Oui, et j'ai senti que ça l'a encouragé plus, et du coup maintenant ça devient infernal. Mais vous êtes là, vous avez subi, moi ce qui je dirais les mots comme je les sens. Ce qui m'impressionne en vous, c'est que vous avez subi une entreprise de démolition presque intégrale à un âge où vous étiez vulnérable, et vous êtes là aujourd'hui, vous êtes, je dirais, rayonnante. Justement, alors, est-ce que vous voulez dire quelque chose aux gens qui n'arrivent pas à en sortir? Il me semble que j'avais eu un ressenti, c'est que si on arrive pour raconter ça sans avoir l'air d'une victime ou d'avoir été complètement broyé, ça peut encourager non seulement à l'entendre, mais aussi à le dire ou à l'assumer ou à sortir du bois. Donc ça, c'est pour moi très important de dire, on a essayé de faire de moi une proie facile. Je l'ai été parce que c'est compliqué d'être autrement. C'est comme quand on refuse d'être en guerre. La guerre, elle vous arrive en plein visage. Vous pouvez pas dire non, moi j'ai pas subi la guerre. C'est pareil. Cette guerre que nous vivons au quotidien, c'est très important de continuer à essayer de se réparer. Et la réparation se fait par beaucoup de moyens. On a tous plus ou moins la possibilité. Tout le monde peut-être ne peut pas le faire. Je suis injuste avec certaines personnes, mais ça pour moi c'est très important. C'est de montrer qu'il y a une possibilité, c'est de rester debout. C'est chaque fois comme on apprend aux enfants quand ils sont tout petits, quand ils tombent, on les encourage pas à pleurer. Pour qu'ils dire ça y est, t'es tombé, c'est pas grave, allez, relève-toi. Et voilà, on va pas lui dire oh mon chéri. Et moi je pense que c'est ça, c'est que je me dis, si on commence à s'apesantir sur toutes les difficultés, on va pas rester debout. Et moi, si j'ai cette possibilité de rester debout, je veux être une grande sœur pour tous ceux qui en ont besoin. Je vais être une grande sœur, voilà. Oui, Souad, vous vivez en France, vous vivez à Toulouse comme vous nous l'avez expliqué, et donc vous êtes invité dans les lycées, vous parlez avec des adolescents, et ça serait formidable que vous le soyez aussi en Algérie. Donc on a la chance de vous avoir ici pour une semaine. Je voudrais dire, parce que j'ai encore oublié de le dire, c'est que ce livre, il était devenu introuvable à un certain moment, mais quand maintenant on peut le trouver. Il est en librairie. En librairie, notamment à l'Arbre à dire, à Alger. Et vous allez aussi faire, pendant votre présence ici à Alger, vous allez faire une rencontre, j'imagine, à l'Arbre à dire, oui. L'Arbre à dire, samedi après-midi à 14h. Oui. Et vous allez vous rendre aussi dans d'autres Je vais villes. à Oran le 11, à Bel Horizon, sur invitation d'un groupe de féministes. J'ai une rencontre avec des étudiants au centre culturel universitaire, c'est la maison diocésaine, c'est ça? Oui, voilà. Le centre diocésain. Voilà, des Glycines, oui. Voilà, oui. aux Glycines. Voilà, j'ai une rencontre aussi avec le réseau Wassila.
Et je suis très Le contente. réseau Wassila qui lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants depuis les années 90. C'est ça, exactement. Oui. Donc c'est un petit marathon où j'ai des rencontres radio ou des rencontres avec le public pour parler de ce livre. Mais j'espère que vous reviendriez, que vous irez aussi dans nos écoles. Alors voici Enjamber la flaque où se reflète l'enfer. C'est écrit en arabe, et c'est traduit en arabe. Je suggère à tout le monde de le lire. C'est très très beau. C'est vraiment très très beau. Merci Souad. Merci Daïcha. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver toutes nos émissions sur radio-m.info. Au revoir. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.